Bonjour Monsieur le Directeur. Bonjour à vous. Merci de recevoir Sika Finance pour cette interview. Déjà, vous allez vous présenter. Merci à vous de nous avoir invités aujourd'hui. Mon nom est Paul Arietnard, le directeur général de Ecobank Côte d'Ivoire. J'ai aussi la charge de la région UMOA pour le groupe Ecobank. Et à ce titre-là, je suis assis au comité exécutif du groupe. Je suis en Côte d'Ivoire depuis plusieurs années, à la tête de la banque. Et comme beaucoup d'Africains de ma génération, je suis un panafricaniste convaincu. Vous l'avez dit, vous êtes à la tête du cluster UMOA, qui est l'un des plus grands contributeurs aux résultats du groupe Ecobank. Voilà, justement, comment se porte aujourd'hui le cluster UMOA? Il est vrai que le cluster UMOA est le cœur battant du groupe Ecobank. C'est la zone historique. La zone UMOA se porte très très bien. Nous représentons un peu plus d'un tiers du bilan du groupe. Nous contribuons aussi à un peu plus d'un tiers des revenus et des chiffres d'affaires du groupe. Sur l'année 2019, nous avons été capables de générer près de 175 millions de dollars de contribution en termes de profit pour le groupe. Et à ce titre-là, c'est une région qui est importante à la stratégie et à l'exécution de notre stratégie, qui est une stratégie qui doit nous mener normalement à devenir la première banque panafricaine. Vous avez été à la tête de l'asset management depuis de nombreuses années, maintenant à la tête du groupe bancaire. Comment s'est fait la transition? Elle s'est faite de manière tout à fait naturelle. Je suis dans les services financiers maintenant depuis plus de 25 ans. Donc la chance que j'ai eue, c'est que j'ai couvert plusieurs domaines d'activité, en passant du conseil à la gestion d'actifs jusqu'à la banque. Donc cette expérience dans la finance m'aide beaucoup pour avoir une relation globale, une vue complète à 360 degrés du client. Donc autant je peux aider des entreprises et des États qui ont des besoins sophistiqués et spécifiques en financement, autant je peux comprendre aussi un individu comme vous, comme moi, qui a besoin simplement d'avoir un prêt ou qui a besoin simplement d'avoir une carte qui fonctionne pour pouvoir faire des transferts ou faire des paiements. Au vu de la croissance dès la première année autour de 22%, on peut conclure que cette transition s'est faite de fort belle manière. On peut en effet conclure que nous avons bien commencé cette transition. Il y a eu un excellent travail qui a été fait avant. Donc c'est sur cette base-là que nous avons essayé de développer, de raffiner un peu plus ce modèle opérationnel. On espère que sur les prochaines années, que nous allons continuer dans cette tendance. Ça a été le fruit non pas uniquement de la direction générale, mais de toute l'équipe et de l'ensemble des 700 employés de Ecobank Côte d'Ivoire qui ont participé de manière active à ce qu'on puisse afficher des résultats qui étaient des résultats historiques en 2019. Depuis l'année dernière, 2020, vous avez engagé des mesures de rationalisation de vos coûts afin de renforcer votre rentabilité. Vous pouvez nous situer les enjeux d'une telle mesure, d'autant plus qu'avec les agents, il y a eu quelques frictions. Il faut bien comprendre que nous sommes dans un contexte qui est un contexte assez particulier. Comme je le disais tout à l'heure, Ecobank Côte d'Ivoire, l'Afrique de l'Ouest francophone, est le cœur battant de Ecobank. Et donc à ce titre-là, pendant plus de 25 et 30 ans, nous avons des habitudes de travail qui sont aujourd'hui à moderniser. Et moderniser ces habitudes de travail-là, ça veut dire devenir beaucoup plus efficient. Et à ce titre-là, donc, nous avons lancé des actions qui sont des actions d'optimisation dans la manière dont nous produisons, dans la manière dont nous dépensons. Il se trouve aussi qu'en 2019, il y a eu ce que nous tous nous savons, la pandémie, une crise que personne n'anticipait. Fin 2019, toute l'année 2020. Et à partir de ce moment-là, il fallait, comme toutes les entreprises, être de plus en plus agile pour anticiper ce qui était complètement imprévisible. Donc c'est à ce titre-là que nous avons mené ces actions, qui sont des actions d'optimisation, non pas uniquement en Côte d'Ivoire, mais aussi en Afrique de l'Ouest francophone, et même à l'intérieur de tout le groupe Ecobank, qui vont nous permettre, je l'espère, et qui nous ont permis en tout cas sur les derniers mois, d'avoir une structure qui est beaucoup plus agile et qui répond de meilleure manière aux clients et à leurs besoins. On a eu cette crise-là, on a eu aussi les élections en Côte d'Ivoire et puis aussi au Burkina, qui semblaient être un peu agitées, surtout en Côte d'Ivoire. Mais les sociétés cotées au niveau du secteur bancaire, au vu des résultats qui ont été publiés, semblent avoir plus ou moins maîtrisé en fait toute cette crise-là. Qu'est-ce que vous pouvez en dire sur... Il faut, à mon avis, essayer de déconnecter la réalité économique et une réalité économique extrêmement solide dans les pays africains. En Côte d'Ivoire, c'est un des rares pays à pouvoir générer près de 10% de taux de croissance de manière constante, quasiment depuis plus de 10 ans.
Donc à ce titre-là, il faut découpler cette réalité qui est une réalité économique très positive, structurellement positive. Il y a une réalité politique, et une réalité politique qui peut être volatile. Nous, notre rôle en tant qu'institution financière, c'est de travailler avec les autorités, de travailler avec l'État. Et à ce titre-là, nous devons dire que nous sommes extrêmement satisfaits de l'environnement économique et social qui a été mis en place pour pouvoir réaliser ce que nous sommes en train de faire, qui est d'offrir des services bancaires et des services financiers à nos clients. Selon vous, la crise de la Covid-19 est une parenthèse qui est passée, ou bien est-ce qu'il faut s'attendre dans les années à venir, à partir de 2021, à des soubresauts qui pourront encore impacter le secteur bancaire? Nous avons un point de vue qui est assez tranchant sur ce point. Nous ne pensons pas que c'est une parenthèse, nous pensons que c'est un changement fondamental et qui va avoir un impact sur une longue durée. À ce titre-là, nous, Ecobank, en tant qu'institution, nous devons voir ce que nous pouvons offrir de nouveau à nos clients pour faire face à ce que moi j'appelle le nouveau monde ou le monde d'après. Et dans ce monde d'après, un des éléments importants, ou les deux éléments qui vont être importants à notre avis, c'est numéro un, ce sont les paiements. Comment est-ce que les gens peuvent faire leurs paiements sans sortir de chez eux? Et donc, ça fait appel à la digitalisation. Et le deuxième élément qui va être important aussi, c'est de voir comment est-ce que nous tous, nous pouvons aider à faire éclore maintenant des chaînes de valeur qui sont des chaînes de valeur qui sont beaucoup plus locales plutôt que des chaînes de valeur internationales. Et à ce titre-là, comment financer les PME? Voilà le grand sujet qui va se poser à nous en tant qu'institution financière, non pas uniquement en Côte d'Ivoire, mais sur l'Afrique en entier. Comment est-ce que Ecobank peut demain participer à l'industrialisation et à la transformation en Afrique? Yacine, vous avez une idée sur comment est-ce que Ecobank pourrait participer à cette industrialisation? Oui, si je prends l'exemple par exemple de la Côte d'Ivoire, notre obsession aujourd'hui c'est de voir comment est-ce que nous pouvons participer à la transformation du cacao. C'est notre obsession. Et à ce titre-là, nous sommes en train de travailler avec les autorités pour voir si nous pouvons mettre en place aussi bien des chaînes de formation, des chaînes de financement pour les petites et moyennes entreprises qui sont dans le secteur du cacao, mais aussi essayer de voir comment est-ce que nous pouvons accompagner un certain nombre de groupes qui sont intéressés par la transformation du cacao vers les produits finaux qui sont le chocolat. Donc toute cette réflexion-là est en cours chez nous et nous menons la même réflexion aussi bien sur le cacao que par exemple sur la noix de cajou ou sur d'autres produits agricoles. En revenant au marché boursier, une autre année de baisse au niveau de la BRVM, l'année 2020 qui était prévisible avec les élections en Côte d'Ivoire. Lorsque nous avons sondé le marché, tout le monde semblait plus ou moins optimiste pour l'année 2021. Comment vous expliquez en fait la baisse au niveau de la bourse régionale et puis comment voyez-vous les perspectives? Généralement, le prix de marché reflète les anticipations des investisseurs. Et à ce titre-là, les anticipations des investisseurs sont, comment on peut dire, mitigées. Mitigées dans le sens où l'environnement économique est porteur, toujours positif, avec un taux de croissance qui va certainement rebondir en 2021, proche de 6%. Mais de la même manière, il y a un manque de visibilité sur un certain nombre de secteurs économiques, y compris le secteur des services financiers. Exemple, comment est-ce que les clients des banques vont performer en 2021 suite à la crise de la Covid. Donc sur ces sujets-là, les anticipations des investisseurs sont mitigées. Notre point de vue, c'est d'anticiper plutôt un marché qui va rester toujours sous pression. Ça fait maintenant plusieurs années que ça dure. Nous pensons qu'en 2021, les perspectives sont des perspectives relativement modestes par rapport à la croissance. Et il y a un élément qu'il faut regarder aussi, c'est la cherté du marché de la BRVM. Lorsqu'on regarde les ratios au niveau du marché de la BRVM par rapport à certains marchés financiers africains, on se rend très bien compte qu'il existe encore une certaine marge avant de pouvoir atteindre des niveaux où on peut penser que les prix ne sont pas élevés. Juste pour rebondir là-dessus, l'année passée, il y avait eu un débat en 2020 entre il faut payer les dividendes ou il ne faut pas payer les dividendes, il faut les utiliser comme des provisions parce qu'on ne sait pas quand cette crise sanitaire prendra fin. Quel est votre avis en tant que DG de Ecobank? Il faut d'abord comprendre que c'est une bonne question à se poser. Okay? C'est parce que les entreprises sont capables de payer les dividendes qu'on va se demander si on les garde ou si on les distribue. On a toujours été partisans de laisser le plus de flexibilité financière aux entreprises. Okay? Une entreprise qui a la capacité de payer des dividendes, qui est la première source de rémunération pour les investisseurs, je pense qu'il faut donner cette flexibilité-là à cette entreprise. Il faut aussi comprendre que pour les investisseurs,
lorsqu'ils font un investissement à la base, c'est qu'ils anticipent qu'ils recevront des dividendes si c'est un titre qui est censé normalement générer des dividendes. Donc en cours de voyage d'investissement, leur dire que vous ne recevez plus d'investissement, c'est aussi contraire à la logique de la protection de l'investisseur. Donc si on allie les deux perspectives, qui est la perspective de permettre à l'entreprise de garder sa flexibilité et de la même manière de nous assurer que les investisseurs de manière certaine obtiennent une rémunération, je pense qu'on est plus dans une logique où il faut garder, où il faut permettre aux entreprises de pouvoir payer les dividendes. Et justement, sur le marché, les investisseurs ont beaucoup le regard tourné vers le secteur bancaire, à la BFM. Et pour aujourd'hui, ceux qui ont des actifs bancaires dans leur portefeuille, voilà, qu'est-ce que vous pourrez leur dire? De les garder parce que lorsqu'on regarde la performance du secteur ou du sous-secteur des banques et des finances par rapport à l'indice général, on se voit très bien que le secteur des finances et des banques a mieux tenu que l'indice général. Donc on est plutôt dans une logique où les investisseurs continuent de préférer les banques et les services financiers par rapport à d'autres secteurs de l'économie. Lorsqu'on regarde aussi les perspectives en termes de développement, en termes de capacité des banques à générer un retour sur investissement, on se rend bien compte aussi que ce secteur par rapport à d'autres secteurs est relativement bien orienté à la hausse. Donc pour toutes ces raisons-là, aussi bien en tant que responsable d'une banque ou aussi bien en tant qu'investisseur amateur, je pense que la bonne chose à faire, c'est de garder ces placements au niveau des banques dans la zone de la BRBM. Une question qui me vient tout de suite en tête en pensant à l'inclusion financière. Au niveau du développement d'Ecobank, qu'est-ce que Ecobank vraiment compte faire pour augmenter en fait ce taux de bancarisation nettement en dessous des 20%? C'est un vrai sujet et pour nous c'est une vraie préoccupation. Et moi ce que j'aime dire toujours c'est que autant on peut tous se réjouir d'avoir beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui, près de 20 millions qui ont accès à des services mobiles par téléphone. Ce qu'il faudrait en réalité, c'est qu'on puisse avoir 20 millions d'épargnants en Côte d'Ivoire. C'est ça qui serait encore plus parlant parce que ça voudrait dire que les gens sont inclus dans la chaîne financière. Et donc à ce titre-là, ce que nous essayons de faire, c'est de mettre en place plusieurs actions comme Ecobank. La première action déjà, c'est de permettre aux gens d'avoir accès plus facilement à leur compte. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? C'est qu'au lieu d'avoir des agences un peu partout, on a essayé de démultiplier notre réseau de distribution en créant ce qu'on appelle des points express. Okay? Aujourd'hui, nous avons des dizaines et des milliers de points express à travers la Côte d'Ivoire qui permettent ainsi à n'importe quel Ivoirien qui se trouve à Ferké ou qui se trouve à Bendougou de pouvoir avoir accès rapidement à son compte. La deuxième chose que nous voulons faire aussi par rapport à l'inclusion financière, c'est évidemment de mettre les comptes bancaires dans les téléphones des gens. Donc c'est pour ça que nous avons vraiment poussé pour développer des solutions digitales. L'application Ecobank est une application sur laquelle nous avons énormément misé. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour nous de nous rendre compte qu'il y a près de 12 à 15 000 personnes chaque mois qui téléchargent cette application, qui leur permet de faire n'importe quelle opération à partir de leur téléphone. À côté de ça, nous avons mené plusieurs actions, qui sont des actions d'inclusion financière, soit en nous rapprochant des agriculteurs. Une chose, par exemple, qui nous intéresse beaucoup, c'est de voir comment est-ce que les milliers de travailleurs dans le secteur de café et de cacao, comment on peut leur permettre d'avoir accès à des moyens de paiement et d'avoir accès à des comptes bancaires. Donc ça, ce sont des actions que nous faisons de manière pratique et c'est de cette manière-là que nous voulons développer l'inclusion financière en Côte d'Ivoire. La crise a vu les banques se diriger de plus en plus vers les outils digitaux. Oui. Voilà, et on entend dire que le digital, c'est l'avenir de la banque. Oui. Dans les 4-5 ans, à quoi devrait ressembler la nouvelle banque? La banque sera fondamentalement différente. Nous avons le parti pris que dans 5 ans, la banque que nous voyons aujourd'hui ne sera pas la même que ce que nous avons aujourd'hui. Ce qui va se passer certainement, c'est que la majorité des transactions va transiter des canaux qui sont des canaux physiques vers des canaux digitaux. Et nous l'avons vu. Lorsque nous avons fait l'analyse entre les chiffres de 2019 et les chiffres de 2020, nous avons vu une baisse des transactions au niveau de nos agences de près de 50% et une augmentation des transactions sur nos canaux digitaux de près de 60%. Donc ça, cette tendance-là va se poursuivre. Cette tendance-là aussi va forcer les banques à revoir la manière dont ils distribuent leurs services.
Et ça, on va créer un modèle qui s'appelle le modèle d'open banking. On va se rapprocher de plus en plus des fintech, On va se rapprocher aussi de plus en plus des opérateurs téléphoniques pour essayer de créer un écosystème où on pourra permettre à l'ensemble de la population d'avoir accès le plus rapidement possible à des services financiers. Grâce à ce modèle d'open banking, nous, aujourd'hui, nous sommes capables de dire que nous avons plus d'1 million de clients en Côte d'Ivoire parce que nous avons ouvert les vannes, nous avons créé des partenariats avec d'autres personnes. Donc, c'est ça la direction de la banque. Ecobank, c'est près de 23 milliards de bénéfices nets au troisième trimestre 2020, se rapprochant de celui de l'année dernière. À quoi devraient s'attendre vos actionnaires en termes de dividendes pour l'année 2020, payée en 2021? Il faut d'abord comprendre que lorsqu'un investisseur met de l'argent dans une banque, il s'attend évidemment, surtout si c'est une banque en Côte d'Ivoire, il s'attend évidemment que cette banque-là lui offre un rendement très important. Donc nous, notre priorité en tant qu'équipe dirigeante, c'est de nous assurer que nous répondons aux attentes de nos investisseurs. L'année dernière, nous avons été capables de générer un rendement sur actionnaire, pour les actionnaires, de plus de 20%. Notre objectif, c'est de garder ce même rendement pour les actionnaires de plus de 20%. Donc nous sommes en train de fermer nos livres, nous sommes en train de faire le maximum et l'objectif sera évidemment de nous assurer que nous donnons un rendement intéressant à nos actionnaires. Il se peut que cela se fasse sous la forme de dividendes, il se peut que le marché décide de le faire sous la forme d'appréciation de notre prix d'action. Ça, c'est le choix du marché de le faire. Et notre choix, c'est de nous assurer que nous délivrons un excellent rendement pour les actionnaires. L'année 2021 s'est ouverte avec l'opérationnalisation de la ZLECAf. Oui. Et vous faites partie d'un grand groupe bancaire panafricain. Est-ce que vous pensez que le secteur bancaire africain est suffisamment mature pour accompagner efficacement la mise en place de ce projet-là? La réponse à ça est oui. Mais pour comprendre pourquoi c'est oui, il faut comprendre à quoi va servir la ZLECA et surtout pourquoi Ecobank est certainement le meilleur partenaire pour cette zone de libre-échange. La zone de libre-échange continentale va permettre de restaurer ce que j'appelle l'Afrique historique. Okay? Il y a quelques siècles, il existait des empires du Mali qui regroupaient plusieurs entités, plusieurs royaumes. Ils avaient une organisation qui était une organisation militaire unique, une organisation politique unique et une organisation commerciale qui était unique avec un marché unique. Okay? Il y a des centaines d'années. Aujourd'hui, en mettant ces 5 pays ensemble avec une zone de libre-échange, ce qu'on essaie de faire, c'est de restaurer l'unité historique de l'Afrique. Si on réussit ce traité de libre-échange, on crée un modèle qui est quasi unique dans le monde. C'est un marché unique de près de 1 milliard de consommateurs. Ça va ouvrir les opportunités pour n'importe quelle entreprise qui avant regardait uniquement en Côte d'Ivoire un marché de 20 millions, qui va pouvoir voir un marché de 300 millions s'il regarde la CEDEAO, et voire même un marché de 1 milliard s'il regarde les 55 pays qui vont signer la ZLECAf. Donc sur cette base-là, il faut absolument, pour pouvoir financer les transactions commerciales que nous allons voir à travers ce marché, un partenaire financier qui est présent sur tous ces pays-là. Le seul partenaire financier aujourd'hui qui répond à cette équation, c'est Ecobank, présent dans 33 pays africains, qui permet à n'importe quel commerçant de pouvoir faire un paiement entre Dakar et Maputo ou entre Douala et Addis Abeba. Okay? Il n'en existe aucun. C'est Ecobank qui est la seule banque qui peut faire ça. Donc aujourd'hui, les banques qui vont réussir à répondre aux défis de la ZLECAf, c'est ces banques-là qui ont cette plateforme, qui ont la présence géographique, qui ont aussi les outils technologiques qui vont permettre aux gens de pouvoir transacter et de pouvoir voyager. C'est pour ça que nous mettons autant d'accent pour nous assurer que nous offrons des services de transfert, des services de paiement, avec des exigences de sécurité extrêmement importantes. C'est pour ça que nous nous assurons que nous pouvons offrir cela. Parce que nous pensons que pour demain, il faut absolument ce genre d'institution financière pour réussir la ZLECAf. Merci beaucoup, M. Pollari. C'était un plaisir pour l'équipe de SICA Finance. Merci. Merci pour votre conversation. Merci bien. Merci.